Bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, la grande joie de recevoir la célèbre, la jeune virtuose du violon, Esther Abrami, à côté de moi, ici, pour la première fois sur Bunker. Tu as sorti cette année, en 2025, ton dernier album, Woman, qui rend hommage aux femmes compositrices de la musique classique, du Moyen-Âge jusqu'à toi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, en quelques mots? Bien sûr. Alors c'est vrai que c'est le dernier album qui est sorti. L'idée de cet album, ça a été de mettre en avant effectivement des femmes, en tout cas toute une partie de l'histoire de la musique que moi on ne m'a pas apprise quand j'étais en train de faire mes études. J'ai fait 15 ans d'études dans la musique, on ne m'a jamais appris l'histoire et ni la musique de ces femmes. On a seulement appris une seule partie de l'histoire et j'ai trouvé ça dommage. Moi j'ai découvert par moi-même après, et donc l'idée de cet album c'est de faire un peu changer les choses pour, j'espère, inspirer en tout cas des jeunes violonistes à jouer ces morceaux-là et qu'on rende les choses un peu plus musicales. J'aimerais savoir ton tout premier souvenir lié au violon. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est un souvenir lié à ta grand-mère, lié à la transmission à l'âge de 3 ans, tout bébé, tout jeune. Effectivement, c'est la première fois en tout cas que j'ai tenu un violon dans les mains, qui était le violon de ma grand-mère, qui était un tout petit violon, le violon sur lequel elle a appris quand même, elle était petite. Et en fait, elle est devenue violoniste, mais elle s'est arrêtée de jouer quand elle s'est mariée. Et quand j'avais 3 ans, elle a sorti ce petit violon du placard et puis elle m'a montré ce que c'était, elle m'a montré comment ça se tenait. Après, c'est plus tard que j'ai vraiment commencé à en jouer, mais en tout cas, c'est vrai que le premier souvenir du violon, c'est à 3 ans. Ce qui t'a donné envie de devenir violoniste professionnelle, est-ce que dès petite, tu savais que tu voulais faire de la musique ton métier? Dès les premiers cours que j'ai reçus à 9 ans, 9-10 ans, là j'ai su. Là j'ai vraiment su directement. Il y a quelque chose dans l'instrument, dans le violon qui m'a vraiment touchée, qui m'a fait vibrer déjà toute petite. Et je me suis dit c'est ça que je veux faire. C'est là où je me sentais vraiment moi-même en fait. C'est quand je jouais. Cette vie-là de violoniste professionnelle, forcément, il y a beaucoup de gens qui souhaitent arriver jusque là où tu es, à ta place. Il y a peu d'élus, mais ce qu'on dit peut-être moins souvent, c'est qu'il y a aussi énormément de sacrifices pour en arriver là où tu es. J'aimerais savoir quels ont été les tiens en particulier. C'est une bonne question. Je pense que, alors, les sacrifices, je pense qu'effectivement, déjà, premièrement, c'est énormément de travail très jeune. Et ça, c'est bon, c'est comme les sportifs, je pense, les danseurs, danseuses. C'est une certaine discipline. C'est une discipline très jeune, c'est-à-dire que déjà, effectivement, quand on est ado, on a des heures et des heures de travail en plus du travail académique. Et ça, c'est dur parce qu'effectivement, c'est-à-dire qu'on choisit, on ne va pas aux fêtes, on ne va pas toutes en tout cas, on ne s'amuse pas autant, on rentre, on ne va pas passer du temps avec les copains, on va travailler. Il y a une pression, jeune. Et donc, ça, c'est les premiers sacrifices à faire. Après, une fois qu'on est adulte, c'est vrai que c'est un petit peu différent, mais c'est sûr que ça reste une vie qui est quand même... Moi, je le compare souvent au fait d'avoir une entreprise. D'accord. Et c'est un petit peu la même idée, c'est-à-dire qu'on ne ferme pas la boîte à violon et ça y est, on n'y pense plus. C'est quelque chose qui va être tout le temps avec nous, on y pense tout le temps. J'ai beaucoup de mal à prendre des pauses, par exemple, à partir de vacances, parce que j'y pense tout le temps, je me sens très vite coupable d'ailleurs d'arrêter. Donc c'est le fait, je pense, d'accepter d'avoir une vie où on va tout le temps, entre guillemets, tout le temps travailler, en même temps, c'est ma passion. Oui, voilà, c'est ça. Et heureusement aussi que c'est ta passion. Voilà, c'est ça. Mais il faut faire attention parce que les gens, des fois, ils disent t'as de la chance de vivre de ta passion. Et c'est vrai, on a une chance folle, je pense, de pouvoir vivre de sa passion. Mais ça ne veut pas dire que tous les jours, on se réveille le matin et on est en super forme, on a envie de prendre son violon et de jouer toutes ses gammes. Non, mais des fois, on n'a pas envie, en fait. Même si c'est notre passion. Parce que oui, c'est ma passion de jouer devant des gens, oui, c'est ma passion de partager la musique, mais il y a tout un processus, des fois, qui, honnêtement, qui n'est pas toujours facile à faire, quoi. Cette certaine pression aussi. Exactement. Et la pression, bien sûr, à gérer. Toi, quel a été ton plus gros défi dans cette vie de jeune musicienne? Parce que t'es dans un monde de musique classique, forcément tu as toujours des défis. Quel a été ton plus grand défi à relever en tant que femme? Être moi-même.
Ok. Ça a été le plus grand défi, je pense. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'arriver un peu en haut de... Enfin, là où je voulais être, en tout cas, au niveau en tout cas de la confiance en soi, de l'acceptation de soi. Ouais. Ne pas avoir honte de qui je suis, de ne pas avoir honte de tout ce que j'aime, de tous les côtés, de m'assumer pleinement, que ce soit la personnalité ou le physique ou le style. Mais c'est quelque chose qui n'a pas été facile parce que c'est vrai qu'il y a quand même des codes assez stricts. C'est un milieu où il y a des codes assez stricts et c'est pas facile d'aller contre ça. Et il faut accepter la critique et il faut passer outre. Tu dis accepter la critique, en plus, d'autant plus que, enfin, t'es jeune, on a le même âge, on est de 96, t'es à fond sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui te suivent sur les réseaux, et on sait forcément que les réseaux, c'est pas toujours facile. Non, voilà, c'est vrai. Et d'un autre côté, j'ai une super communauté. Honnêtement, et ça, je l'ai tout de suite vu. Après, quand j'ai commencé justement les réseaux, j'ai créé cette communauté, j'ai des gens ça fait 8 ans qui me suivent. Et ça, c'est quand je reçois des messages, genre, ah, moi j'ai vu toute ta progression, et tout, ça fait tellement plaisir. Alors oui, il y a forcément des gens qui critiquent, et je pense que c'est ça que je veux dire quand il faut accepter la critique, il faut accepter qu'on ne va pas plaire à tout le monde. Il faut accepter de plaire à tout le monde, ça plaire à n'importe qui. Voilà, exactement. Mais bon, c'est plus facile de le dire que de. C'est vrai. Et c'est vrai que des fois, quand on lit quelque chose, ça peut heurter. Donc je pense qu'il faut arriver à prendre de la distance par rapport à ça. Et voilà, donc ça a été un beau challenge, mais ça va, on y arrive. Selon toi, quel est le plus gros malentendu qu'il y a, que le public peut avoir sur la musique classique? Il y en a un que tu devrais casser là. Casser les malentendus. Casser les malentendus, c'est une bonne question. Le plus gros. Je pense que les gens, je sais pas si c'est un malentendu, mais en tout cas, les gens sous-estiment très fortement l'impact émotionnel que peut avoir la musique classique sur eux. Enfin, moi je le vois des fois avec les gens, effectivement, que c'est leur premier concert, où des fois ils arrivent et ils sont en larmes à la fin. Parce que c'est une musique qui est extrêmement puissante. Et en même temps, il y a cette puissance et il y a cette fragilité. Et ça, c'est quelque chose qui... Il n'y a pas de parole. C'est-à-dire, il n'y a pas de parole, donc ça peut nous faire ressentir des choses. En fait, quand on écoute une chanson, par exemple, on sait que c'est une chanson d'amour. Et donc, on se met un peu dans la peau du... dans cette bulle-là. Mais là, avec la musique classique, c'est tellement profond. Il n'y a pas de parole. Ça peut nous rappeler un souvenir d'enfance. Ça peut nous rappeler quelqu'un qui n'est plus là. Ça peut... Et je pense que les gens sous-estiment ça, sous-estiment ce que ça peut faire ressentir. Ce que ça peut procurer. Là, t'as bientôt 29 ans, 30 ans l'année prochaine. Je dis ça parce que je suis concernée aussi. Comment tu perçois ton rôle en tant que passeuse par rapport à la musique classique? Parce que voilà, t'es sur les réseaux, les jeunes générations te suivent. Comment tu arrives à t'accaparer ce rôle de passeuse? Sans trop de pression? Non, bien sûr, non. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. En tout cas, moi, je trouve que j'ai manqué de rôle modèle, en fait, et de femmes. Et aussi, je pense, de personnes en qui j'avais l'impression, en tout cas, au moins, de me sentir proche. Et c'est vrai que souvent, à mes concerts, je vois beaucoup de petites filles, je vois beaucoup d'ados. Et ça me fait vraiment, vraiment plaisir parce que je vois qu'il y a une vraie passation, justement. Je vois qu'il y a une vraie... je sais qu'elle regarde une vidéo et c'est pas seulement oui, il y a le côté on voit jouer, mais je montre, et c'est ce que j'essaye de montrer, beaucoup de moments plus intimes que je choisis bien évidemment, mais qui vont être effectivement ce que c'est que d'être en répétition, et même c'est des fois juste choisir ma robe avant un concert. Je pense que je montre un côté de moi qui est plus personnel et qui fait que donc on peut, étant plus jeune, on peut plus voir ça et se dire moi aussi j'ai envie de faire ça. Et donc je pense que, et c'est même pas je pense, je sais que j'ai inspiré beaucoup de filles à commencer le violon, à commencer la musique, et ça c'est génial. C'est juste ce que j'ai envie d'essayer de faire, c'est de montrer, et aussi de montrer que la carrière, par exemple quand on commence à apprendre le violon, il n'y a pas un seul chemin. Et c'est vrai que des fois, je pense, je ne veux pas critiquer, mais des fois dans les conservatoires, on a tendance à... des fois, ça peut dégoûter, parce que c'est très strict, c'est très sévère. Et c'est normal parce qu'il faut de la discipline. C'est vrai que sans discipline, on n'y arrive pas. Mais je pense qu'il y a un juste milieu entre la discipline et garder l'envie, en fait. Et aussi, c'est pas parce qu'on est au conservatoire, c'est pas parce qu'on étudie la musique que forcément on est obligé de devenir soliste, à jouer des concertos. Il y a plein de choses qu'on peut faire dans la musique. Et moi, c'est ce que je leur dis souvent, c'est si vous voyez que votre enfant
commence à un petit peu avoir moins envie, c'est important, il faut qu'il joue des morceaux qu'il aime. Faites-lui jouer une cover de pop, de Taylor Swift, je sais pas, de la Miley Cyrus. Voilà, exactement. C'est important parce que si on joue seulement des études, tout ce côté hyper sévère, voilà, oui, il y en a besoin, mais on a besoin de montrer aussi le plaisir que c'est la musique, le plaisir que c'est de savoir jouer d'un instrument. Le nombre de gens aujourd'hui qui viennent me voir, qui sont adultes, qui disent « je regrette tellement d'avoir commencé puis j'ai arrêté ». Mais pourquoi on a arrêté? Parce que des fois, on voit plus ce côté de plaisir là. Ça, c'est très important de garder. Comment tu arrives à concilier l'exigence, tu le disais, là, du violon, par rapport aussi à ta liberté que tu as en tant que compositrice? Ah, c'est intéressant. Je pense que j'ai vraiment deux parties dans ma tête et je le dis souvent parce que c'est comme ça que je le ressens, c'est que j'ai un côté très artistique et j'ai un côté très libre, très... et là, c'est vrai que c'est quand je compose, c'est quand il y a des moments où j'ai un côté un peu fou, un peu... Et d'un autre côté, j'ai une partie de ma tête qui est comme un réveil, quoi. Et ça, c'est tout le matin, mon violon. 4 heures de violon par jour, tous les matins. Ah oui, tu débutes ta journée par 4 heures de violon. Ouais, tous les jours. Ok. Alors, il y a des jours où c'est du voyage, il y a des jours où, voilà, évidemment. Mais de manière générale, toutes mes matinées, c'est le violon. C'est vraiment comme une pratique sportive tous les matins. C'est comme ça. Et je pense que c'est une discipline aussi qui manque. Peu importe ce qui se passe dans ma vie, ça, c'est toujours là et ça fait du bien. Et c'est un moment si je me retrouve avec moi-même où je suis au calme. Et voilà. Mais c'est important d'avoir les deux. Et je pense qu'en tant qu'artiste, c'est très important d'avoir les deux parce que si on a par exemple seulement le côté libre, c'est compliqué. Il faut être organisé, il faut avoir les pieds sur terre. Et il faut arriver à jongler avec ça. Et à trouver le juste équilibre. C'est ça. Là, si je te demande, je sais que cette question n'est pas forcément facile, mais ta plus grande fierté aujourd'hui, en 2025, tu me répondrais quoi, Esther? Ma plus grande fierté... perso ou pro? Alors, je pense que c'est une perso, mais c'est lié au pro. Et je pense que c'est le fait aujourd'hui d'avoir les moyens de gâter mes parents. Ok. Parce qu'eux m'ont tout donné pour payer mes études de musique. Et ils se sont sacrifiés. Ils sont partis en vacances, ils ont vraiment tout donné. Et aujourd'hui, de pouvoir vraiment leur montrer que ça a payé en fait. Oui, qu'ils ne sont pas sacrifiés pour rien. C'est ça, et leur faire plaisir, et les inviter, les faire partir en vacances et voilà, leur acheter des choses. Ça c'est très famille. Oui, je suis fille unique. Ok. Donc on est une petite famille, mais très soudée. Tout problème est un cadeau. Il faut juste savoir, des fois c'est hyper bien emballé, on ne se rend pas compte que c'est un cadeau. Et arriver à passer au-dessus de ça et se dire mais je vais utiliser ça. C'est vraiment utiliser toutes les opportunités, même les problèmes, même les moments difficiles, même les moments où j'ai envie d'abandonner, comme quelque chose qui en fait va me faire évoluer. Et je pense que c'est difficile de s'en rendre compte, mais avec un peu de recul, je me rends vraiment compte. Et c'est d'ailleurs dans ces moments-là que j'ai le plus avancé. Tu es toujours à droite à gauche, vraiment ton lieu où tu arrives à te recentrer sur toi-même? C'est chez mes parents dans le sud de la France. Ils étaient à la campagne, il y a mes chats. Et s'il y a personne autour, et c'est juste voilà. Campagne, chat, famille, livre. Le bonheur. Voilà. La recette du bonheur. Merci beaucoup Esther pour ta confiance. C'était super cool. N'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo. Et allez écouter son dernier album, Woman. Je te laisse le mot de la fin pour terminer. Non, merci à tous effectivement. Et puis j'espère que c'était très chouette. J'ai beaucoup aimé les questions. Merci beaucoup. Très très cool. On vous embrasse et on vous dit à très bientôt. Salut!